Bonjour Gilles, est-ce que le Bonjour, micro fonctionne? Oui, le micro parfait. fonctionne, tout va très, très bien. Merci d'être venu, lundi matin, sur, notre matinale. Merci à vous de m'inviter. Ça devient une bonne habitude et bien, nous allons parler de cette révolution aux États-Unis, car c'est cela qui se passe. Mais qu'est-ce qui a pris Donald Trump de s'aborder ou être en train de s'aborder l'USAID qui apparaît être un des nombreux bras, des nombreuses tentacules de la CIA sur la planète? Est-ce qu'il coupe Vous vous les avez dit États-Unis de que leur puissance? vous avez dit que c'était quelque chose d'immense, d'extraordinaire. Heu, c'est surtout le haut de l'iceberg. C'est ce qui aujourd'hui est visible parce que Trump a décidé de le donner à voir au monde et il faut d'ailleurs, remercier Trump et Musk qui nous donnent l'occasion de voir ce dont il s'agit, mais c'est simplement le haut de l'iceberg. Alors ces gens, ils portent des sacs de riz sur le dos pour donner à manger à des pauvres. Prenons un pauvre, l'agence France-Presse, qui est censée donner le point de vue français sur l'actualité, le point de vue français sur le monde, c'est-à-dire de représenter ce que nous sommes vraiment. L'agence France-Presse l'an dernier, c'est 447 000 euros. Bon, 447 000 dollars. Bon, c'est pas grand-chose, mais si on prend les 3 dernières années, c'est 6 500 000. 6 500 000 pour aider ces pauvres gens, ces pauvres journalistes à donner un point de vue vraiment français. Ça, c'est bien. Oui, mais C'est peut-être c'est bien. pour payer l'encre, les feuilles de papier, c'est peut-être juste ça, acheter quelques micros, c'est juste un coup de main. Non, non, vous n'y êtes pas. C'est le supplément d'âme qu'ils payent. Le supplément d'âme à la française. Hein, parce que sinon, ce serait une agence qui serait un peu comme toutes les autres, comme AP, UPI, Reuters. Non, non, c'est vraiment français, franco-français. Et alors, dans ce domaine, vous avez aussi les curiosités. Alors, les curiosités, c'est 1,5 million de dollars à un groupe LGBTQI serbe pour promouvoir la diversité sur les lieux de travail en Serbie. Bon, c'est intéressant, mais il y a quand même 122 millions qui vont à des organismes qui sont par ailleurs qualifiés de terrorisme par les États-Unis, notamment à des organisations de Gaza contrôlées par le Hamas. Mais il y a 2 millions de dollars, nous apprend le Sénat américain, qui sont utilisés pour des opérations de changement de sexe au Guatemala. Alors, ça n'a l'air de rien, mais finalement, c'est globalement introduire une vision du monde démocrate, et c'est pour ça que Trump a renversé la table de cette organisation qui n'est, comme je vous dis, que le haut de l'iceberg, c'est que ça donne quand même beaucoup dans la promotion du woke démocrate. Par exemple, 20 millions de dollars pour produire une version irakienne de Sesame Street. Bon, c'est un programme de télévision. Euh, 4,5 millions de dollars pour lutter contre Vous la ne savez pas, désinformation mais des habitants. j'ai chez moi, 4, DVD de la fin des années 90 de Sesame Street en russe. Parce qu'il y a eu Ah toute ben, une période, très sous contrôle américain, qui ont fait élire bien justement sûr. démocratiquement monsieur Yeltsin en 96, comme ils s'en sont vantés, et il y avait Sesame Street en russe. Mais alors, voyez par exemple, le front Al-Nosra, qui est une filiale d'Al-Qaïda en Syrie, a quand même reçu 10 millions de dollars de l'USAID. 10 millions de dollars. Alors, il faut avoir en tête que les parités monétaires sont extraordinairement distantes, c'est-à-dire que avec 1 000 euros ici, vous vivez très mal,
avec 1 000 € au Moyen-Orient, vous vivez dans un vrai confort. Donc il faut comprendre que 10 millions de dollars donnés à ce groupe affilié à Al-Qaïda, c'est énorme, énorme. Mais bon, par exemple, il y a des choses typiquement WOC, par exemple, 7 millions 900 000 dollars pour apprendre aux journalistes sri-lankais à éviter le langage genré binaire, c'est-à-dire monsieur, madame, mais prendre en compte les 72 genres qui existaient jusqu'à l'intronisation de Donald Trump aux États-Unis. Vous voyez que c'est à la fois de la guerre, Al-Qaïda, c'est en même temps de l'espionnage et du mensonge éhonté, et puis c'est du wok le plus débridé. 1,5 million pour l'activisme LGBT en Jamaïque, 1,5 million pour l'art, pour l'inclusion des personnes en situation de handicap en Biélorussie. Bon, alors évidemment, 3 900 000 pour la cause LGBT en Macédoine, 8 300 000 pour l'éducation à l'équité des sexes au Népal. Bon, le sénateur Kennedy qui raconte ça au Congrès dit je peux faire toute la nuit, mais je vais arrêter là parce que vous avez compris, et les sénateurs ont compris. Bon. Ils ont compris. Mais si je me permets, Gilles, si je me permets, il y a une question qui est posée. Est-ce que Mediapart touche quelque chose de l'USAID? Parce que là, ce que vous évoquez, c'est l'aide aux questions woke. Mais l'USAID existe depuis longtemps et les questions woke sont récentes. Or, et je vais prendre cet exemple-là. Il y avait où est-ce passé ce truc-là? Eh ben, c'est perdu. Alors voilà. Regardez, sur l'écran, c'est la une du Times, du Time de 1996. Yanks to the rescue, les Américains à la rescousse. L'histoire secrète de la manière dont les Américains ont aidé à la victoire de Yeltsin, ce que je vous ai évoqué en 96. Parce que ce qu'on voit dans l'US7, c'est aussi énormément de soutien et d'aide aux révolutions de couleur. C'est peut-être ça qui est encore Bien plus grave. sûr. C'est le changement de Et régime ou les attaques directes dès que quelqu'un ne va pas dans le sens des États-Unis. c'est la grande activité de l'USAID, c'est les révolutions de couleur. Bien entendu, là, la liste n'est pas donnée, mais les révolutions de couleur, ça coûte très cher. Vous aviez tout de même noté que en quelques jours, toute une capitale s'habille en orange avec des écharpes oranges, des foulards oranges, dans des régions où on n'a pas un niveau de vie aussi extraordinaire pour pouvoir en quelques jours investir de cette manière-là dans des produits qui d'ailleurs n'étaient pas en vente localement. Donc, toutes ces révolutions de couleurs, tout ça, c'est truqué. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que nos médias qui, évidemment, on a pris l'AFP parce que c'est un peu injuste, c'est l'agence d'information qui les nourrit, mais chacun de nos médias reçoit des sommes gigantesques. Le Monde en reçoit de Bill Gates, en plus de l'USAID. Et donc, nos médias nous racontent toujours des versions extraordinairement à l'eau de rose de ces révolutions, ou plutôt des versions américaines de ces événements. Et là, alors, on a un bal des hypocrites qui est extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez vu jeudi, c'était très très bien. La BBC a déclaré que avant même que le Sénat américain arrive à la ligne BBC, parce que ce sont des dizaines, des centaines de millions, des milliards de dollars qui sont distribués par ce qui n'est que le haut de l'iceberg, je vous le confirme, et vous le verrez. La BBC n'était pas encore apparue, mais ils ont bien compris qu'ils allaient apparaître parce qu'ils ont touché beaucoup. Et alors, la BBC dit, mais oui, nous avons touché, mais nous n'avons rien donné aux journalistes et nous n'avons rien dit
à la rédaction, nous l'avons mis dans un fonds à part pour aider les journalistes nécessiteux dans des régions du monde qui en avaient besoin. C'est Voilà. génial. Alors, je pense que la rédaction du Monde a C'est de dû faire l'art, la c'est de même l'art, chose. Guillaume, quand même, c'est de l'art. Mais si je peux me permettre, pour aller dans ce sens-là, je remets la question de Stéphane Chamillon. Est-ce que Mediapart a touché quelque chose de l'USAID? Et je pense spécifiquement à Edwy Plenel. Parce qu'on se souvient qu'Edwy Plenel, comme vous l'avez dit, enfin, Le Monde, et comme vous l'avez dit, Le Monde est quand même la voix de son maître. En particulier quand elle a dirigé Edwy Plenel pendant la guerre du Kosovo, où on a eu droit à un délire de propagande otanienne et américaine sidérant. Et bien que les choses ultérieurement ont été prouvées comme étant le contraire, ils ne sont jamais revenus dessus. Et Edwy Plenel, après à Mediapart, s'est illustré en soutien permanent des positions américaines à l'international. Alors, est-ce qu'ils sont financés, eux? Moi, je ne dispose pas de plus que ce dont disposent publiquement les sénateurs américains et les membres du Congrès aux États-Unis. Probablement, la liste totale sera publiée parce que je pense que c'est l'intérêt de Donald Trump de publier la liste totale. Et euh, son but, quel est-il? Son but, il n'est pas du tout de faire le ménage. Son but, il n'est pas de faire des économies. Son but, il est de reprendre le contrôle des services secrets. Comment pouvez-vous reprendre le contrôle des services secrets dans un pays où ceux-ci se sont autonomisés suffisamment pour qu'on puisse imaginer qu'ils ont pu tuer un président? Ou essayer de le tuer lui-même quand il a tourné la tête et que c'est simplement son oreille qui a été arrachée au lieu que ce soit un lobe frontal du cerveau, ce qui aurait mis fin à sa campagne. Il comprend bien que ce n'est pas simplement des C'est déclarations, pratique un cerveau pour continuer une campagne. pardon, ce C'est n'est pas pratique un cerveau simplement, pour continuer une campagne, je disais-je. c'est pas simplement le fait de prendre des décisions qui vont changer le numéro 1 de telle ou telle agence de renseignement qui permettent de changer la donne. Pour changer la donne, il faut que l'ensemble des agents du système se mettent à avoir peur d'être en mauvaise posture, d'être en mauvaise position et d'être dénoncés comme tels. Parce que vous voyez bien que quand on envoie 3,9 millions pour la cause LGBT dans je ne sais quel petit pays, ben, non, c'est pas des manifestations LGBT qui vont déferler sur le pays tous les jours. D'ailleurs, vous regarderez dans les journaux de ce pays, les manifestations LGBT, les gay pride sont interdites. Il n'y a pas grand-chose. En revanche, sous l'appellation LGBT, il y a toutes sortes d'espions qu'on finance. Alors ceux-ci, ils savent très bien qu'ils ont été financés de cette façon-là. Et ils comprennent bien que la page suivante du roman noir que feuillettent Trump et Musk, c'est qu'on dise finalement les LGBT, c'est pas, ils étaient pas tellement branchés sur le sexe. Hein, ils étaient plutôt branchés sur l'espionnage. Voilà. Donc, en C'est un peu comme faisant les peur, attachés culturels. C'est un peu comme les attachés culturels d'ambassade qui sont censés s'occuper d'expositions et puis qui font beaucoup de musculation et de tir. comment pouvez-vous critiquer ainsi notre système diplomatique et celui des autres pays qui sont nos amis? Alors, donc, il les met dans une position dans laquelle il leur dit, l'étape suivante, si vous ne marchez pas comme je vous demande de le faire, l'étape suivante, c'est qu'on va donner la liste des... par exemple, à Cuba, il donne près de 2 millions ou 2 milliards, je ne sais plus, pour aider à l'inclusion des personnes handicapées.
Non, mais j'ai pas connaissance que le gouvernement cubain ait reçu cet argent. Donc, il a en tout cas pas déclaré qu'il l'avait reçu. On peut penser qu'il l'a pas vraiment reçu directement, que ce sont des malheureux qui avaient une forme de handicap dans la société cubaine et qui ont bénéficié de cet argent. Donc, vous voyez là que c'est un dispositif qui vise à dire ceux qui sont payés par les États-Unis sont sous mon commandement et il ne s'agit pas qu'ils continuent à faire du Biden et du démocrate et du woke. Maintenant, l'Amérique a une autre voie, donc je nettoie. Alors, il est toujours loisible à ces gens de quitter ces services, mais c'est toujours un peu difficile de quitter des services, semble-t-il. Moi, je ne regarde ça que dans des films, mais c'est toujours, semble-t-il, un peu difficile de quitter ces services. Donc, ils ont plutôt la possibilité, disons, de se mettre un peu en retrait. Euh, Ce qu'il y a là, c'est quand même un basculement politique important, c'est-à-dire que la politique de Trump consiste à défendre l'intérêt des États-Unis et pas l'intérêt d'un groupe de milliardaires transnational qui veut imposer un gouvernement mondial. Et c'est ça qui l'oppose à Davos. C'est pas que ses amis soient plus pauvres que ceux de Davos, Musk est probablement le plus riche du monde, mais la vision du monde est très différente. La vision des démocrates, c'est un gouvernement mondial par les 30 principales entreprises du monde et les 30 principaux milliardaires qui se trouvent pour la plupart être américains, mais Bernard Arnault ne l'est pas, par exemple, et Françoise Myers ne l'est pas non plus, mais c'est cette idée d'un gouvernement mondial qui détruit les États et les nations et qui directement s'adresse à des monades de milliards d'individus qui sont seuls face à des grands groupes qui les contrôlent à travers le dollar numérique, l'euro numérique et des dispositifs de ce type. Et c'est absolument l'inverse de Trump, qui considère que la nation est le cœur de la politique et qu'il veut des nations fortes. En tout cas, il veut que la sienne soit forte. Mais c'est une incitation aux autres d'être forts. Vous avez vu qu'il refuse de rencontrer les dirigeants de Bruxelles, considérant que ces gens n'existent pas, ou peut-être qu'ils sont comme les Serbes à qui il faut aider à abandonner le langage binaire. Et il veut rencontrer un par un les dirigeants des 27 pays de l'Union européenne et pas les gens souvent très favorables aux États-Unis qui sont membres de la Commission européenne. Alors j'allais y venir. Est-ce que c'est donc un levier d'action que va lui permettre ces révélations? Ou est-ce que c'est quand même une perte pour les États-Unis? Parce que c'est ce qui lui est reproché par certains aux États-Unis, à savoir, eh bien, de dévoiler, l'arrière-cuisine, de dévoiler comment les États-Unis fonctionnent et de donner, du mou à grain, Du du grain grain à à moudre. moudre. Du moudre à grain, mon Dieu, du grain à moudre, la fatigue, du grain à moudre à l'anti-américanisme dans le monde, favoriser la Chine, la Russie et tous ceux qui n'aiment pas la démocratie, le libre marché et la liberté d'entreprendre. Euh, Soit dit en passant, ça permet à quelques-uns, dont nous-mêmes, il me semble, mon cher Gilles, de ne plus être complotistes. Puisque ce que nous disions et pour lequel nous étions accusés de complotisme, à savoir que les États-Unis finançaient tout un tas de médias et pour organiser des changements de régime, n'est plus du complotisme, mais est un fait avéré maintenant. Mais vous êtes complètement complotiste, mon pauvre Georges. Vous croyez ce que dit Trump alors que c'est un menteur. Non, je crois ce qui est révélé au Sénat aux États-Unis, des fichiers Mais de la c'est révélé, NSA. c'est révélé, c'est révélé par Musk et Trump qui sont des menteurs.
Vous Vous savez, pensez que ce dans ce sera aussi monde simple, la défense sera aussi simple que cela? absolument. Ah, il y a une autre forme de défense, c'est celle que Mmh. pratiquent les médias français. Il suffit de ne pas en parler. Est-ce que C'est l'AFP a vrai. fait une dépêche sur tout cela? Non. Est-ce que les médias français vous parlent de tout cela? Non. Est-ce que Mediapart, qui grimpe au rideau dès qu'un ministre touche 50 centimes de prime d'essence supplémentaire, grimpe au rideau? Non. Rien, rien. C'est un silence, ça n'existe pas. Pourquoi Non, voudriez-vous que ça existe? mmh. Alors le problème, c'est que les médias d'aujourd'hui, vous avez parfaitement raison Gilles, ce qui est frappant, c'est l'omerta. C'est-à-dire qu'on n'en parle pas, c'est plus simple. Le problème, c'est que, contrairement à il y a encore quelques années, il y a énormément de moyens d'information alternatifs pour les citoyens. Des chaînes comme la nôtre, comme Fréquence Populaire, d'autres encore plus connues, où tout cela est discuté, abordé. En fait, des millions de Français sont touchés par cette information. Donc comment vont-ils Tiens, tenir avec, une information qui vient des États-Unis, qui est discutée comme avec vous ce matin et qu'on n'aborde pas du tout sur les autres médias? Ils vont encore plus se discréditer aux yeux des Français. c'est pas certain. En fait, vous savez que 3/4 des Français pensent que les médias ne disent pas la vérité. Mais quelle est la vérité? Et si vous regardez les études, elles montrent que les Français considèrent que sur l'internet, il y a essentiellement des fausses nouvelles. Et donc, tant que les médias, même s'ils ne leur font pas confiance, tant que les médias officiels ne disent pas un petit mot pour justifier l'existence de tout cela, ça n'existe pas vraiment. On dit sur l'internet que, euh, mais si vous avez aux 20 heures de TF1 et de France 2 une petite liste, comme je vous en ai donné un aperçu de ces activités, alors là, ça existera et éventuellement le reste de la liste sur l'internet sera crédibilisé. Mais tant que ça n'est pas évoqué, on est dans la situation de ce petit dessin que vous avez peut-être vu, où deux personnes sont sur un canapé à regarder la télévision, et l'un dit: «Tu ne crois pas qu'on nous manipule?» Et l'autre dirait et l'autre lui dit: «Mais non, ils en auraient dit quelque chose à la télé». Quelque chose, pas tout, mais quelque chose. Si on ne dit absolument rien, on maintient l'idée que ce qui est dit sur les réseaux sociaux est dit par des agités, complotistes, où il y a sûrement un morceau de vérité. Hein, il y a même des gens en cravate qui en parlent, mais bon, on ne peut pas faire confiance. C'est l'Internet. Donc cette méthode n'est pas mauvaise. Du point de vue technique, la méthode de ne pas en parler n'est pas mauvaise. La difficulté va venir du fait que les États-Unis disposent de moyens matériels qui vont leur permettre de renverser la vapeur dans certains médias à qui ils vont dire tiens voilà 5 millions pour le dire ou voilà 5 millions pour arrêter de te taire. Ah, ça c'est extrêmement difficile. Surtout l'argument de Trump et de ses amis, c'est on pourrait donner les noms des journalistes et les sommes qu'ils ont reçues de l'USAID pour manger, parce que vous savez que ils sont souvent au bord du SDF. S'ils n'avaient pas l'aide des Américains, ces journalistes français, ils seraient SDF. Hein. Demander à Reporters sans frontières, qui a expliqué que tout ça était absolument affreux parce que ça allait éteindre la liberté d'expression dans le monde. D'ailleurs, plusieurs médias indépendants, ont mis la clé sous la porte immédiatement ou quasiment, en Russie. On a découvert que 9 médias sur 10 en Ukraine étaient financés par USAID. Effectivement, toute une série de médias vont mettre la clé sous la porte Vous êtes parce qu'il y a complotiste. Pourquoi 9 sur 10? Vous êtes complotiste, pourquoi 9 sur 10? c'est le rapport, pour le moment tel qu'il sort du Sénat, pour le Mmh, moment. oui. Vous savez, on Je peut quand même pense qu'il y a penser que peut-être la feuille de chou, du Parti communiste, interdit,
de l'Ukraine qui doit diffuser quand même sous le manteau. Il ne doit pas être financé par Oui, l'USAID, lui. bien sûr, mais non, mais je pense qu'une partie de ses dirigeants, oui. Vous savez, Vous êtes sans la pitié, Gilles Casanova, spécialité des sans services pitié. américains, c'est quand même de financer leurs adversaires pour arriver à les contrôler. Vous Mmh. connaissez cette histoire des années 60 avec le Progressive Labour Party, qui était le grand parti d'extrême gauche américain, et qui un jour a connu une terrible scission entre deux groupes très durs, et qui se sont ensuite affrontés à la barre de fer sur les campus américains et ont connu de nouvelles scissions et ont fait que l'extrême gauche a pratiquement disparu dans la violence intra-groupuscule. Alors, il y a des étudiants qui ont été victimes de ces excès et de ces violences, il y a eu des procès, on est arrivé devant des tribunaux, et devant ces tribunaux, on a convoqué les dirigeants des deux factions qui s'étaient affrontées très violemment aux États-Unis, et on s'est rendu compte que l'une pensait lutter contre le communisme et était liée au FBI et pensait avoir en face d'elle des communistes fiefés et n'hésitait pas à se battre. L'autre était sponsorisé par la CIA et pensait que les gens du FBI étaient des vrais communistes fiefés. Et tout ça avait été monté à la main. Et en face, l'alternative à cette extrême gauche, c'était Timothy Leary, qui lui disait qu'il fallait prendre des drogues, qu'il fallait planer, qu'il fallait se transformer soi-même avant de transformer le reste. Et donc les universités américaines, dans cette grande époque de la contre-culture, étaient entre un parti d'extrême gauche tenu par le FBI et la CIA, et Timothy Leary et tous ses partisans. On a appris à sa mort qu'il était un agent du FBI. Qu'est-ce que vous diriez de la critique, que j'ai évoquée tout à l'heure, qui est faite à Donald Trump, et à Doge, et ce nettoyage, du D'affaiblir SI? l'Amérique, Pardon? d'affaiblir l'Amérique. Bah, en tout cas, la critique qui est ce pourquoi WikiLeaks avait été poursuivi, de mettre, au vu, au su de tout le monde la manière dont fonctionnent les États-Unis, de mettre certains agents, à risque. Parce que comme vous l'avez dit, dans certains pays quand même, comme la Serbie, où, bon, même les manifestations, en défense des homosexuels sont interdites, et ils vont se mettre à se demander qui a reçu cet argent pour promouvoir les trans sur les lieux de travail. C'est bon, quand même. Des braves gens pour Oui, mais ils vont les promouvoir traquer. Donc là, la je parlais de transsexualité la sur le lieu critique qui de était faite. travail. Je parlais de la critique qui était faite à Donald Trump de désarmer les. Et puis, alors c'est lié à celle-là. Comme vous l'avez très bien dit, Donald Trump veut reprendre la main. L'exécutif veut reprendre la main sur ces services de renseignement qui ne fonctionnent plus de manière autonome. Mais ça ne changera rien sur leur fonctionnement. Je ne crois pas que Donald Trump se privera d'agir de la sorte pour servir ses intérêts, ou ceux de l'Amérique tels que lui les conçoit. C'est même exactement pour faire cela qu'il monte cette opération. Il va dire la chose suivante, il va peut-être pas le dire, mais en tout cas, il a un argument, c'est de dire ces gens ne travaillaient plus pour les États-Unis, ils travaillaient pour un groupe qui a pris le contrôle d'un certain nombre d'entités, un groupe woke. L'intérêt des États-Unis, ce n'est pas le woke. L'intérêt des États-Unis, c'est l'intérêt des États-Unis. Il faut démanteler ce qui, au nom des États-Unis, avec l'argent du contribuable, a défendu quelque chose qui n'est pas l'intérêt des États-Unis. Et il dit, voilà, vous avez des réseaux à travers le monde qui sont financés avec l'argent du contribuable américain et qui ne servent pas l'intérêt du contribuable américain. Bon, on peut le prendre comme on veut. La liste que je vous ai donnée, vous ne pouvez pas dire que c'est l'intérêt des États-Unis de mettre des millions de dollars dans le changement de sexe au Guatemala. Non, c'est pas l'intérêt des États-Unis. Voilà. Donc il va dire, on dévoile le fait qu'il y a aux États-Unis des gens qui ont dévoyé les dispositifs qui sont faits pour défendre l'intérêt du pays. Moi, je défends l'intérêt du pays, donc je mets à bas ces dispositifs
et je construis des vrais dispositifs qui vont défendre l'intérêt du pays. Alors évidemment, on va lui dire oui, mais vous ne le faites pas publiquement. Et il va dire demander à la Russie, à la Chine et à l'Inde de montrer leurs espions, demander à l'Angleterre de montrer ses espions en dehors des films de cinéma. Ils ne le font pas, donc on ne le fera pas non plus. On critique d'ailleurs beaucoup l'influence russe et chinoise. Mais bien évidemment, on peut supposer qu'ils en font, ce serait tout à fait étonnant qu'ils n'en fassent pas. Mais ce que donne à voir ces révélations officielles des États-Unis montre une disproportion entre ce que font les uns et ce que font les autres. Ou alors, les autres sont plus discrets et évitent ce genre de révélations ou le font d'une manière plus intelligente. Est-ce que vous pensez que c'est équivalent ou que les États-Unis ont vraiment la main loin devant les autres sur ce genre d'agissement? On peut considérer que les États-Unis y vont larga manu, comme disent les médecins. Euh, et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les Chinois, les Russes, les Indiens ont des diasporas dans lesquelles des gens sont très convaincus de défendre l'intérêt et l'âme de leur pays en aidant les dirigeants de leur pays à travers diverses opérations. Et donc, ils n'ont pas besoin d'argent pour eux-mêmes. Ils ont éventuellement besoin d'argent pour faire des opérations diverses, mais notamment de lobbying, mais pour eux-mêmes, c'est la conviction qui les pousse. Il se trouve qu'il y a un peu moins d'Américains poussés par la conviction qui vont gratuitement courir le monde pour organiser des changements de sexe au Guatemala. Et donc, les États-Unis sont conduits parce qu'il y a une moins grande ferveur de leur communauté à l'étranger à donner beaucoup d'argent. Et puis, surtout, euh, les États-Unis sont un empire, ce que ne sont pas les autres. Les Chinois ne sont pas un empire, les Russes ne sont pas un empire, les Indiens ne sont pas un empire. Les États-Unis sont un empire et nous vivons dans cet empire. Et donc, il faut contrôler l'empire. Si on peut, à l'intérieur du territoire des États-Unis, à la métropole en quelque sorte, tenir les choses en faisant de la politique et en ayant une politique, disons, comme le font tous les États, à l'extérieur, il faut avoir des hommes liges et des femmes liges. Et pour ça, il faut les payer. Alors, il faut payer des gens dans chacun des pays qui sont sous domination américaine. Il faut payer les gens dans les satellites pour qu'ils soient les relais de cela. Alors, vous avez ceux qui sont des relais de manière plus ou moins volontaire. Par exemple, vous avez tous ceux qui euh, sont des Young Leaders of America. Par exemple, à la Commission européenne, au gouvernement français, presque tout le monde est Young Leaders of America, c'est-à-dire a fait, Dont Emmanuel Macron et François Hollande. bien sûr, a fait 6 mois de stage euh, dans un dans un organisme qui organise Young Leaders of America et qui est supervisé par la CIA. Alors, à la sortie, soit ils y croient, et soit on les aide à y croire. En tout cas, c'est tout de même étonnant de noter que, quelle que soit la couleur du gouvernement, on a à peu près le même taux de Young Leaders of America. Et ça, c'est la façon dont un empire bien tenu mène les choses. Il a des billes à droite et à gauche. Sinon, c'est pas l'empire. Sinon, c'est des oiseaux. Eh bien justement, Gilles, on en a parlé avant que vous arriviez. Emmanuel Macron a dit que l'Union européenne résisterait aux tariffs dont la Hmm. menace Vous les savez que États-Unis Madame par Claude rapport a à toujours plaidé pour la vertu. Madame Claude a Mmh. toujours plaidé pour la vertu.
Vous me laissez même pas finir ma question, faire mourir de rire. Ben non, mais Bon, écoutez, c'est pas la peine, c'est pas la peine d'entrer madame dans von le der Leyen, attendez Gilles, quand même, tout de même, il y a une Europe, elle est puissante, il y a beaucoup de soldats, il y a beaucoup de gens, une longue histoire et ces Européens sont réunis avec madame von der Leyen, oui, et compétente, a déclaré que nous enverrons des Fernande troupes en Grudet Groenland. Fernande Grudet est une image est une icône de la vie politique française du XXe siècle. Fernande Certes, Grudet se fait appeler Madame Claude, hein, c'est la même. Et écoutez, mais ils ont dit qu'ils allaient tous ces résister, qu'ils discours, enverraient l'armée au tous Groenland, l'armée européenne. Alors oui, ma mais vous question avez était: vu que est-ce que tous ces gens qui veulent résister soi-disant, ne vont pas se retrouver avec un envoyé de Donald Trump qui va leur sortir 2 ou 3 dossiers en leur rappelant, qu'ils peuvent y griller n'importe quand vu l'aide massive qu'ils ont déjà apportée aux États-Unis par le passé? pas du tout. Moi, je pense que c'est parce qu'elle a dormi, qu'elle a réfléchi et que ça lui est venu d'elle-même que la première ministre danoise a dit que sur le Groenland, où elle voulait envoyer des troupes avec l'aide de Macron, finalement, euh, elle pense que dans un monde aussi dangereux que le nôtre, la protection américaine est bienvenue. De protection à protectorat, il n'y a qu'un pas que Donald Trump franchira sans hésiter. Donc vous ne croyez pas que l'Union européenne peut résister aux tarifs? Mais que nous raconte Macron alors? Nous mentirait-il? Macron, il vous raconte qu'il faut le patriotisme économique. C'est ce qu'il a mis en œuvre Alstom, c'est ce qu'il a mis en œuvre sur le Doliprane, c'est ce qu'il a mis en œuvre. Chaque fois qu'il a eu l'occasion, il a fait du patriotisme économique. C'était pas pour la France, mais bon, vous ne pouvez pas non plus tout reprocher à ce pauvre garçon. Certes. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ce qu'on a rappelé tout à l'heure, la première présidence de Donald Trump où déjà, en fait, il avait, fait du protectionnisme par rapport à l'Union européenne sur l'aluminium, sur la métallurgie et menacé, l'automobile, allemande. Heu, Si je me souviens bien à l'époque déjà, l'Union européenne s'était couchée. Quand il va proposer ces taxes supplémentaires très bientôt, d'après ce qu'il a dit, contre l'Union européenne. Que va-t-il se passer, d'après vous? Ou quelles vont Alors, être les conséquences? je vous fais remarquer deux choses. D'abord, il y a les apparences auxquelles nous finissons toujours par souscrire parce que la puissance du système médiatique est tellement forte que sur le moment, elle impose ses apparences, pas sur une longue distance. Ce ne sont pas les médias qui font la loi, ce sont les représentations que se font les populations. De ce point de vue, ce que dit Stéphane Rosès est fondé. Les médias ne font pas la loi. Mais sur l'instant, ils dictent la façon et l'imagination est emprisonnée pendant quelques jours ou quelques semaines dans leur discours. Ainsi, par exemple, vous dites, Donald Trump s'est affronté euh, aux Allemands, à l'automobile allemande, et ça a été terrible. Oui, mais l'automobile allemande n'a pas reculé. Celui qui a fait reculer l'automobile allemande qui l'a vraiment bien endommagée, c'est Biden avec la guerre en Ukraine, l'explosion du pipeline qui nourrissait en énergie l'Allemagne et les dirigeants de l'Union européenne, qui tout à fait indépendamment de l'intérêt des États-Unis, ont pris contre la Russie des sanctions qui se sont immédiatement retournées contre l'Union européenne. Alors que la Russie vient d'être félicitée par le Fonds monétaire international pour être l'économie la plus brillante cette dernière année. Vous voyez bien que c'est pas Trump, c'est Biden qui a eu la peau de l'automobile allemande. Et par une méthode plus radicale. Alors évidemment, ça coûte des milliers et des milliers de virus, mais ça, on s'en fiche. Et des milliers et des milliers de vies ukrainiennes, mais ça n'a jamais compté, puisque tout ce monde-là était dans l'Union soviétique avant. Donc, on- On a vu, ce week-end l'inquiétude, monter, au Canada.
on en a également parlé rapidement avant que vous n'arriviez. On a vu cette belle image de Justin Trudeau en bras de chemise devant le drapeau, l'immense drapeau canadien, en disant que le Canada résisterait et que, révélation, ce ne sont pas juste des mots, mais selon lui, Donald Trump aurait vraiment l'intention d'annexer le Canada. Et un de nos auditeurs a posé la question, est-ce que le Canada résistera? Le Canada, ce sont plusieurs provinces. Il y a déjà une province qui demande depuis des années son rattachement aux États-Unis. Une province anglophone. On en avait parlé ici avec vous. Alors que les États-Unis n'avaient pas évoqué le moindre intérêt pour le Canada. Vous imaginez que le propos de Trump va infuser dans la société canadienne. Et le résultat est un peu imprévisible. Imaginez que le nouveau gouvernement belge prenne vraiment des mesures extrêmement vives contre la langue française et contre les Wallons, et que le gouvernement français se mette en tête de dire nous vous proposons de rejoindre la France et se mette en tête d'annexer la Wallonie et fasse campagne là-dessus. Ça va infuser dans la population wallonne. Vous savez, il y a déjà un parti qui s'appelle le Parti rattachiste, qui depuis des dizaines d'années dit que ils étaient à la fête de la Fédération en 1790, que leur place est en France et que ce sont les Anglais qui les ont détachés de la France dans une opération anti-française et qu'il est temps de se libérer de cette opération anglaise. Bon, voilà. Alors, ça, c'est pour vous prendre un exemple tout près. Le gouvernement français n'a aucune intention de demander ou de proposer ça, donc c'est pas d'actualité. Mais c'est le Canada, c'est quelque chose de comparable. Pourquoi le Canada est séparé des États-Unis? Vous vous souvenez? Ouais, alors, en 1760, dans les années 1770, les Français vont beaucoup aider les Américains à se défaire de la tutelle anglaise, car ils sont des colonies anglaises, comme le Canada. Et à un moment, ils réussissent à avoir leur indépendance, mais une série de colonies ne basculent pas avec eux dans l'indépendance. Ces colonies vont rester sous l'autorité du roi ou de la reine d'Angleterre. Vous avez vu que ces dernières années, le Canada a eu un débat sur est-ce que la chef d'État est la reine d'Angleterre. Bon, c'est un débat qui a animé le Canada. Bon, la réponse n'a pas été donnée de manière définitive, mais enfin, globalement, la reine d'Angleterre, aujourd'hui le roi d'Angleterre, ont une influence modérée au Canada. Dans ces conditions, quelle est la base pour ces colonies anglaises face à d'autres colonies anglaises qui se sont indépendantisées, de rester sous l'autorité de Britannia? Donc, si elles ne sont pas sous cette autorité, quel est le fondement, alors qu'elles sont entre deux morceaux des États-Unis d'Amérique, de ne pas participer à cette aventure messianique qu'est les États-Unis d'Amérique? Eh bien ça va beaucoup faire réfléchir au Canada, parce que la vision messianique des États-Unis d'Amérique, ici, on ne nous en parle jamais, mais c'est au cœur de la vie des États-Unis, qui se vivent comme un nouvel Israël. C'est pour ça que leur rapport à Israël est très particulier et très central. C'est pas un rapport aux politiciens israéliens, c'est un rapport à la vision biblique qui anime les États-Unis. Je vous rappelle que c'est un pays dans lequel le nombre de gens qui pensent qu'il y a vraiment un Dieu, qu'il y a vraiment un enfer et vraiment un paradis est 7 fois plus important qu'en France. Donc, c'est pas du tout la même société. On fait, par exemple, tous les 2 ans aux États-Unis, depuis 1946, une étude dans laquelle on demande aux gens est-ce que
la vie politique doit être guidée par l'application de la Bible au sens strict? Est-ce qu'elle doit être guidée par l'application de la Bible avec la médiation des responsables politiques, ou est-ce que la politique est une instance indépendante, autonome, qui n'a pas à voir avec la Bible? Cette dernière position qui, en France, obtient en général plus de 90%, autour de 93 à 97%, mais ça peut changer maintenant. Mais c'est pas la Bible qui serait la référence si ça changeait. Mais cette position, elle fait aux États-Unis entre 14 et 17%. Le reste du pays pense que c'est la Bible qui fonde la politique américaine. Donc, si vous regardez le Canada, vous voyez que le rapport du Canada à la Bible, il est aussi tout à fait profond. Et que le Canada a, par exemple, des écoles qui sont essentiellement aux mains des religieux. Donc, vous avez un écosystème d'Amérique du Nord dans lequel la réponse des peuples canadiens, parce qu'ils sont pas tous les mêmes, à l'offre de Donald Trump n'est pas écrite d'avance. Quant à Trudeau, il est en mauvaise posture dans son pays, vous savez. Et Donald Trump incarne, magistralement, parfois à l'excès, ce messianisme américain. Question de Sigi Ecofet. À votre avis, quelle pourrait être la réaction de la Russie face à l'annexion du Groenland et l'installation de bases militaires US? Même question avec le Canada. Ah bah c'est simple, ils veulent Kiev, toute l'Ukraine, Kiev, tout le Canada, c'est pas rentable comme échange quand même. tout le Canada. Tout le Canada, c'est pas grand-chose, il est déjà dans l'OTAN, vous savez. Non, la seule donne nouvelle, c'est le Groenland, qui est déjà dans l'OTAN, mais où il n'y a pas de base. La donne nouvelle, c'est le Groenland. Ah, le Groenland, ça vaut l'Ukraine. Il me semble quand même qu'il y a une base américaine au nord du Groenland. Grosse base. Sous-marin, avion. C'est possible, mais c'est pas un porte-avions américain. Hein. Non. C'est pas l'Ukraine. C'est pas la Grande-Bretagne. Le grand Oui, porte-avions américain. c'est pas la Grande-Bretagne, mais la Grande-Bretagne, vous l'avez noté, est assez loin de la frontière russe. L'Ukraine, beaucoup plus près. Pour revenir aux États-Unis et ce qui se passe en ce moment dans ce pays, en dehors de l'USAID, il semble que une sorte de anti-étatisme anime en particulier Elon Musk, et qu'une offensive est menée contre l'ensemble de la fonction publique américaine et de son administration, avec, paraît-il, des procédures illégales, des propositions de démission contre rétribution, sinon ils seront licenciés à tout un tas de fonctionnaires. Ça a l'air d'être la panique à bord. Est-ce que, d'après vous, Donald Trump et Elon Musk et ses équipes affaiblissent les États-Unis ou ils les renforcent en faisant cela? Ce qui affaiblissait les États-Unis, c'est l'idée d'une gouvernance mondiale par quelques firmes, majoritairement américaines certes, mais des firmes se déterminant par rapport à leur intérêt. C'est la mise au rencard des nations. Ça affaiblissait les États-Unis comme ça affaiblissait les autres nations. Donc Trump, il est contre cet affaiblissement des nations, parce qu'il pense que la domination des États-Unis ne peut pas exister si on remplace les États-Unis par une liste de grands groupes financiers contrôlés par les Américains. Il pense que la présidence de BlackRock et la présidence de Vanguard Capital, ça ne vaut pas la présidence des États-Unis d'Amérique. Et il pense que la nation lui donne plus de pouvoir qu'elle ne le donne au PDG de BlackRock, qui cependant déjeune tous les mois avec Emmanuel Macron pour l'aider à comprendre l'économie et le monde.
De quelle manière, pensez-vous que les États-Unis vont agir sur le monde? Alors, on a plusieurs, la question est trop vaste. On a, on a le problème au Moyen-Orient, on a la situation en Iran, on a la situation en Ukraine. Euh, les propos qu'a eu Donald Trump sur, assez étranges sur Gaza et le désir toujours affiché de mener une guerre commerciale contre la Chine. Jacques Sapir récemment nous a dit que, bon, ma foi, il s'agit juste d'une guerre commerciale dans le but de réindustrialiser les États-Unis et que c'est un processus d'équilibre que recherche Donald Trump. Mais est-ce qu'on a une possible autre offensive américaine dans le monde en dehors de cette, disons, objectif nordique du Groenland et du Canada? L'objectif de Donald Trump, c'est de rééquilibrer en faveur de la nation américaine. Donc, il a la politique qui est une stratégie connue dans les modèles stratégiques, c'est la politique du fou. Il dit des choses complètement excessives, transformer Gaza en Côte d'Azur, évacuer l'ensemble des populations de Gaza dans des pays arabes où elles se porteront tellement mieux, etc. Donc, il a une politique d'un discours de folie. L'ambition, c'est de rééquilibrer de manière beaucoup plus modeste. Mais il sait que si il commence avec une politique des petits pas, il va être rapidement englué. Sa seule manière de faire, il n'a que 4 ans, sa seule manière de faire pour ne pas être englué, c'est d'avoir une politique extrêmement radicale, d'avoir la politique du fou, de donner le sentiment qu'il va foncer dans tout ce qui bouge, qu'il va détruire tout ce qui bouge et changer la donne. Alors, changer la donne, c'est ce qu'il souhaite, mais il souhaite la changer dans des proportions que lui connaît, que nous ne connaissons pas, mais il a ses objectifs et ce qu'il dit et ce qu'il fait, ce n'est pas la même chose. Il dit beaucoup pour faire un peu. Et notamment, il utilise cette formule. Alors c'est un proverbe corse qui dit que on frappe le sac pour faire avancer l'âne. Eh bien là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire il tape très fort à côté pour que ceux qu'il veut faire bouger bougent. On le voit avec l'USAID, on le voit avec ses déclarations sur le Proche-Orient. Il veut faire bouger tout ce monde-là et un de ses objectifs, c'est de faire reculer les BRICS. Et pour faire reculer les BRICS, il ne faut pas qu'il s'attaque directement à la Chine et à la Russie, parce que ça ne va pas faire reculer les BRICS, ça va au contraire souder les BRICS. Il faut qu'il mette un certain nombre de pays clés, comme l'Arabie Saoudite, par exemple, qui sont des pays décisifs pour la capacité financière des BRICS. Et il a besoin de les mettre dans des positions difficiles par rapport à Israël, par rapport à d'autres pays arabes, par rapport à la Palestine, par rapport à l'opinion arabe. Et tout ça s'est construit de telle façon à ce que l'évolution globale du jeu finisse par être favorable à la nation américaine, parce que ce que Trump pense, c'est que seule la nation américaine peut maintenir cet empire dysfonctionnel et qui est en train de s'affadir dans un monde multipolaire. Il voit bien que l'idée de Davos, d'une société liquide avec quelques groupes qui contrôlent les gens, c'est une société qui met fin à la domination américaine et qui met fin à la mission américaine. Vous comprenez que si c'est Microsoft
qui contrôlent le monde, si c'est Big Pharma et Apple et Google qui contrôlent le monde, c'en est fini du nouvel Israël, c'en est fini de la mission biblique que se donne le peuple américain véritablement, c'est-à-dire dans la représentation que les Américains se font d'eux-mêmes, il y a cette mission biblique, elle y est vraiment. C'est pas l'invention de quelques dirigeants, de quelques idéologues, c'est exactement comme le fait que chez les Français, il y a vraiment ancré cette idée de la laïcité, cette idée de l'universalité, cette idée que quand il y a un débat entre Français, on ne discute pas entre Français, on discute du point de vue universel. Est-ce que c'est bien l'école privée? Est-ce que c'est bien l'école publique? Est-ce que c'est bien le mariage pour tous? On a un débat universel. On n'a pas un débat franco-français sur qu'est-ce qui va renforcer la nation française. Eh bien, c'est la même chose aux États-Unis, ou plutôt c'est l'inverse, mais le peuple américain, c'est lui qui produit Donald Trump. C'est pas Donald Trump qui s'est imposé par son argent au peuple américain, c'est le peuple américain qui produit Donald Trump. Et c'est la même chose quand le peuple français est complètement déboussolé, qui ne sait plus où il en est, que ses valeurs sont en train de s'affadir et qu'il a l'impression que l'État l'abandonne, il produit Emmanuel Macron. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc, il pense que la voie de Davos, c'est l'abandon de la perspective américaine et de la mission biblique, de la mission historique et au-delà et spirituelle de l'Amérique. Donc il veut restaurer cette mission spirituelle de l'Amérique. Pour se battre, il faut reconstituer l'Amérique et il faut changer le rapport de force. Sans reconstituer l'Amérique, effectivement, peuple élu de Dieu, nouvel Israël, oui, c'est ça, sans reconstituer l'Amérique, enfin les États-Unis d'Amérique, mais il entend bien l'Amérique, c'est pour ça qu'il englobe le Canada. Sans cette reconstitution, il n'y a pas d'espoir de changer la donne, de changer l'équilibre. Et son idée, c'est celle-là. Et je crois qu'il a l'adhésion profonde d'une partie tout à fait significative du peuple américain, mais pas des professeurs d'université. Alors dites-moi, Gilles, avec l'USA, les révélations, les taxes, le Groenland, est-ce que, est-ce que cela peut-il provoquer éventuellement un réveil en Europe? Alors je ne parle pas, on en a déjà parlé, de ceux qui nous dirigent et qui ont les mains dans le cambouis états-unien et sont totalement incapables d'agir. Mais est-ce que cela peut provoquer un sursaut de souveraineté? En voyant les États-Unis défendre leur souveraineté, les États-Unis défendent leurs intérêts, et nous les défendons le moins dans le monde, les Russes les défendent, les Chinois les défendent, les Brésiliens les défendent. Est-ce qu'on va cesser de se pendre nous-mêmes avec des théories économiques fumeuses et politiques fumeuses? Vous êtes un peu comme Monsieur Brochant qui pense qu'il y a un suicide français. Et interrogeons-nous sur qu'est-ce qui produit les révolutions. Est-ce que c'est l'oppression qui produit les révolutions? Est-ce qu'il y a eu une révolution sous Staline? Est-ce qu'il y a eu une révolution sous Brejnev? Non. C'est lorsque s'ouvre une fenêtre qui dit il y a une autre perspective, on peut faire autrement et autre chose, qu'à ce moment-là, des peuples se ruent sur cette fenêtre, écartent les gouvernants et mettent en place d'autres choses, un autre système. Là encore, ce sont les peuples qui, à leur manière, font l'histoire et pas simplement les dirigeants. Et là, ce qui se produit, c'est que Donald Trump, si il réussit dans ses opérations, il va donner le sentiment dans nombre de pays que on peut reprendre en main notre destin, on peut décider que c'est nous, dans notre pays, qui décidons de notre avenir, et si il y a dans le pays
une personnalité assez influente, assez charismatique, pour reprendre à son compte la même posture que Donald Trump, alors on peut penser que cette personnalité peut avoir un surgissement massif en sa faveur, euh, par la rue ou par les urnes. Ça peut dépendre du pays, de sa tradition. La France est assez explosive, mais bon, en même temps, on dit aujourd'hui qu'elle est assagie, comme on le disait en avril 1968. Donc, tout cela, ça peut avoir un effet, mais pas un effet de Trumpisme, parce que les décisions de Trump sont pas favorables aux Français. En revanche, quelque chose qui va progressivement toucher les Français, c'est de dire on peut décider, on n'est pas forcé de faire ce que dit un pays étranger qui contrôle une commission qu'on n'a pas élue. C'était bien, j'ai dû mal m'exprimer, c'était bien le sens de ma question. Est-ce que ça peut provoquer ce genre, donc vous pensez que oui, ça peut éventuellement, produire un sursaut du peuple? C'est une possibilité. Encore faut-il que les conditions soient là, c'est-à-dire qu'il y ait une force qui manifeste son intention. Si vous regardez le Parlement français, vous n'avez pas un seul de ces partis qui s'écharpe toute la journée, un seul de ces partis qui ait mis en cause la guerre en Ukraine, le pouvoir de Madame von der Leyen et les règles de l'Union européenne. Donc, ils sont globalement d'accord sur tout ou à peu près tout. Donc, c'est difficile de penser que du Parlement va surgir cette chose-là, même si très intelligemment, Madame Le Pen dit que, au fond, c'est elle la Trump française. Elle le dit, elle le dit. Mais je ne suis pas certain que l'affadissement des positions de sa formation politique ces 3 dernières années arrive à laisser penser que elle prendrait 87 décrets le premier jour. Oui, et Jordan Bardella nous donne l'impression d'être un médiocre Jacques Chirac, en tout cas sans aucune velléité de changement de quoi que ce soit en économie et encore moins C'est pas à Musk, l'international. c'est pas Elon Musk. Non, c'est pas Elon Musk, c'est le moins qu'on puisse dire. Hem, d'autant plus que ce qui se passe, dans la zone, euro est assez mauvais. Alors, la Grande-Bretagne n'est pas dans la zone euro, ils sont sortis de l'Union européenne, mais, ils sont en récession. L'Allemagne est en récession, la France vient de rentrer en récession. La dette de la France est absolument colossale. L'Allemagne, commence à avoir une balance commerciale négative. Vous l'avez dit, on en a suffisamment parlé ici, ils se sont tirés une balle dans le pied et les États-Unis les ont aidés à se tirer une balle dans le pied en les coupant du gaz russe. Les dirigeants semblent dévoyés et de moins en moins appréciés. Il n'y a plus de référendum dans l'Union européenne parce que les peuples voteraient contre. Bientôt, vous faites les 20 ans du dernier référendum en France. Les, justement, est-ce que la situation euh, n'est pas favorable à une telle prise de conscience et à un soulèvement populaire, quelle que soit sa nature? Oui, elle est favorable. Maintenant, que cette situation favorable se réalise, se concrétise, c'est une autre chose. Vous dites que la Grande-Bretagne n'est pas dans l'Union européenne, oui, mais elle est totalement engluée dans l'affaire ukrainienne, donc ça aide son économie à s'effondrer. Peut-être pour finir, quel est votre avis sur la situation en Ukraine? Est-ce que Donald Trump parle et ses représentants, en particulier un très très mauvais représentant, le général Kellogg, ex-général Kellogg, de solutions avec un cessez-le-feu, une zone tampon, des choses très très vagues, en tout cas du point de vue russe. Est-ce que il gagne du temps pour laisser l'Ukraine s'effondrer ou est-ce que Donald Trump a vraiment d'après vous, un quelconque envie de s'occuper de cette affaire ukrainienne?
Je pense que Donald Trump a envie d'une négociation globale avec Vladimir Poutine. Ils ont un point commun. Chacun veut défendre les intérêts de son pays. De ce point de vue, ils peuvent se parler, ce qui est beaucoup plus difficile avec les dirigeants de l'Union européenne et avec les dirigeants des divers pays de l'Union européenne, sauf maintenant un certain nombre. Donc vous avez vu qu'ils défendent les intérêts de leur pays, que ce soit Robert Fico, que ce soit d'autres en Europe de l'Est. Mais il veut une négociation globale, un nouveau Yalta. Donc, dans ce cadre-là, bon, pour l'Ukraine, il fait dire des choses. De toute façon, on n'entre jamais dans une négociation avec une position qui fait plaisir à l'adversaire. Sinon, c'est plus la peine de négocier. On lui dit, on a perdu, voilà, c'est le 8 mai 45 pour les Européens de l'Ouest ou le 9 mai 45 pour les Européens de l'Est. C'est l'abdication complète. Donc, il va pas abdiquer. Donc, il essaye de trouver des formules qui ne tiennent pas tellement la route, notamment pour laisser Non, le... je parlais pas de la forme, vous avez parfaitement raison, je parlais du fond. Est-ce que vous considérez que Trump, bon, ça n'intéresse pas plus beaucoup cette affaire et qu'il a d'autres chats à fouetter, d'autres choses à négocier justement avec, Poutine? Il veut un Yalta global. Là-dedans, l'Ukraine, c'est un pion, le Groenland, c'est un pion, le Canada, c'est un pion, l'Allemagne et la France, ce sont 2 pions aussi. Alors, le couple franco-allemand, il y a quand même là-dessus, c'est l'occasion d'en reparler, cette vision de couple franco-allemand et cette vision de proximité vraiment intense, c'est quand même quelque chose qui a déjà existé dans l'histoire française. Euh, L'Allemagne ne se sentait pas spécialement proche de la France, mais les dirigeants français avaient le sentiment d'être vraiment compris et entendus par l'Allemagne. C'était le cas de Pierre Laval, par exemple. Il a mal fini, donc on ne va pas épiloguer là-dessus, mais il y a quand même une certaine tradition de voir dans l'Allemagne voisin plus grand et plus puissant, que toujours était plus grand et plus puissant, quelqu'un avec qui, à partir du moment où on va céder à tout ce qu'il demande, il va céder à tout ce qu'on demande. Et de manière traditionnelle, on cède à tout ce qu'il demande et il ne cède qu'à ce qui l'intéresse. Une dernière question pour finir. Est-ce que vous pensez qu'aux États-Unis, Donald Trump peut être renversé d'une manière ou d'une autre? On a appris que les démocrates voulaient lancer une procédure de je ne sais plus si c'est d'impeachment ou de révocation, il y a cet état profond. Vous évoquez le fait que, de temps en temps, certains dirigeants, voire présidents des États-Unis, meurent assassinés. Est-ce que vous pensez que, devant l'ensemble des réformes engagées, il pourrait faire quelque chose de ce type-là? Vous avez noté que Donald Trump n'a pas commis l'erreur de John Fitzgerald Kennedy. Celui-ci a choisi un vice-président qui lui était totalement opposé dans le Parti démocrate, ce qui était pour lui une condition de la victoire. Et il est possible que ce fût une condition de la victoire. Mais du coup, on savait qu'en l'assassinant, on allait inverser toute une série de politiques, puisque Johnson était parfaitement hostile à la plupart des politiques qu'avait mené John Fitzgerald Kennedy. Donc l'assassinat de Kennedy devenait très intéressant. Et Trump a bien réfléchi à cela, et en choisissant Vance comme vice-président, il choisit quelqu'un qui est un peu plus dur que lui dans les mots. Alors, est-ce qu'il serait aussi radical dans les actes? En tout cas, pas quelqu'un qui va immédiatement renverser la vapeur, redonner des milliards pour les transitions de sexe au Guatemala. Mais bien sûr, je ne vois pas pourquoi les tentatives d'assassinat qu'il y a eu pendant sa campagne s'arrêteraient maintenant qu'il est président. D'ailleurs, qui a tenté de l'assassiner? Vous savez, vous? Non, je n'ai pas ce savoir-là. On ne m'a pas non plus dit dans l'oreillette. Pourtant, j'ai une oreillette.
C'est pas les Russes. Ah, ça C'est doit pas être les Iraniens. peut-être C'est les un Iraniens. coup, C'est les Iraniens. C'est un complot iranien. ou Souvenez-vous. alors c'est comme le réchauffement climatique, c'est un coup de Poutine. Le froid, C'est les Russes. tout ça, c'est un coup de Poutine. Mais on n'est pas certain quand même, parce que en même temps, comme Trump est un agent de Poutine, pourquoi il le tuerait? C'est difficile à suivre, le point de vue dominant, du système médiatique. Il faut faire abstraction de celui de la semaine dernière pour arriver à bien, absorber celui de cette semaine. Enfin, Et faire le fait abstraction est de toute logique. le fait est qu'on ne sait toujours pas qui a essayé de le tuer et donc comme on n'a pas attrapé le coupable, il court encore et peut-être il peut essayer de recommencer. Enfin, on peut imaginer que Donald Trump met toutes les forces dont il dispose maintenant d'État pour la traque de ceux qui ont attenté à sa vie. Certainement, d'autant qu'il dispose du Secret Service, qui, l'a protégé avec une, grande vigueur lorsqu'il a su tourner la tête. Oui, il y a eu quelques licenciements déjà dans le Secret Service aux États-Unis. Bien sûr, Et remplacements. bien sûr, bien sûr. C'est un petit peu comme Écoutez, c'est un petit peu comme le journal du Parti communiste d'Ukraine. Tous ne sont pas pro-américains, c'est une certitude. c'est une certitude. Mais ils sont pas très nombreux. Bon, en tout cas, Gilles, merci beaucoup d'être venu sur les fréquences populaires. Encore une fois, et sans surprise, vous êtes très populaire auprès de nos auditeurs, euh, qui aiment votre humour pince sans rire, entre autres, et votre excellence d'analyse. Alors je crains que vos auditeurs ne soient complotistes. Eux aussi, ils seraient complotistes. Ah oui. Rudi Reichstadt va venir nous embêter, alors il va dire que c'est une chaîne complotiste. Il va pouvoir faire un article, Rudi Reichstadt. Je me demande combien il touche, lui, parce qu'il a dû toucher un paquet au fil des années. L'AFP touche déjà 8 millions par Facebook pour faire du fact-checking. Ça, c'est fini. Il n'y a plus de fact-checking. C'est fini. Alors, ils ont perdu et Facebook et l'USAID sur cette information absolument décourageante. Je vous abandonne. Je vous souhaite une bonne journée. Une excellente journée. Et vive la vérité. Et à bientôt la semaine prochaine, Gilles. Au revoir. Et bonne journée à tous. Merci d'avoir été là. Désolé pour les petites complications liées à la régie, puisque j'ai été homme orchestre et j'ai l'impression d'être devant un orgue de cathédrale, d'église, c'est-à-dire avec plusieurs claviers, et agiter les pieds en même temps, donc à vous lire et à m'occuper de la régie. J'espère que ça n'a pas été trop mauvais. Demain, nous serons là et en équipe complète. D'ailleurs, demain, nous ferons l'interview suivante d'Emmanuel Todd. Donc, très très bientôt, vous aurez une nouvelle émission d'Emmanuel Todd. Vous avez vu, nous avons une très belle émission avec Jacques Sapir sur la situation mondiale. Et avec Emmanuel Todd, cette fois-ci, nous parlerons de l'Allemagne et de ce qui se passe, de la relation franco-allemande, de l'avenir donc de l'Union européenne. Je pense que ce sera extrêmement intéressant, car Emmanuel Todd a été un des plus clairvoyants sur ces questions-là dès le début, sur l'euro et sur la relation franco-allemande. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, d'aller sur nos différents réseaux sociaux, de vous abonner partout, de mettre et d'aller sur, en particulier sur Telegram. Si ce n'est pas fait, inscrivez-vous sur ce fil. Nous avons besoin de le développer. Ça permet le développement de cette chaîne. C'est grâce à vous. Donc, n'hésitez pas à y aller et à faire connaître autour de vous. Et maintenant, je vous souhaite une excellente journée.